Salut l'équipe, on prépare la saison 2026-2027 comme il se doit pendant cet été. Et donc on va vous proposer aujourd'hui le top 5, allez top 5, top 6, top 4, on verra en fonction de ce qu'on a à raconter, des équipes qu'on attend le plus. Il y a déjà la vidéo sur les joueurs qui sont sortis, Erwan, on a été très complet, donc maintenant on passe aux équipes comme chaque été, on sait que ça vous plaît énormément. On est d'accord? Et oui, parce que chaque année, avant que les quelques semaines avant, quelques mois avant la saison, évidemment on se projette sur qu'est-ce qui nous excite déjà pour la saison prochaine, on l'a fait avec les joueurs. De toute façon, joueurs, équipe, hein, tout se recoupe un peu. Bah, forcément. C'est le basketball, ça se joue à 5 sur le terrain. Et je vous propose l'équipe League Pass d'Erwan, il en a parlé lors de la FAQ il y a quelques semaines. On va commencer avec Portland, puisque c'est l'une des équipes les plus excitantes sur le papier, vu qu'il y a eu beaucoup de changements, mine de rien. Le petit récap de la saison passée, une qualification en play-off prise au play-in après une bonne saison. Deni Avdija a fini All-Star dans cette première saison, première option, pour l'appeler comme ça. 42-40, c'était le bilan. C'est une équipe mid de NBA, hein, 21e attaque. Et 12e défense. Avant d'enchaîner sur ce qu'on attend, tu peux nous dire un petit mot, Erwan, sur l'élimination face aux Spurs en playoff. C'était quand même une saison réussie malgré tout. Ouais, c'est une saison tout à fait réussie. C'est une équipe qui a retrouvé les playoffs. Ça faisait un petit moment Portland qu'on les avait pas vus. T'as raison, depuis le départ de Damian Lillard, ils étaient dans une pseudo-reconstruction, mais où on avait du mal un peu à se projeter. Après, le truc de Portland, c'est qu'ils sont jamais nuls. Jamais, mais historiquement, ils sont jamais nuls, nuls. C'est vrai. Donc, mais là, je trouve que retrouver les playoffs avec Deni Avdija, qui montre que ça peut être un franchise player, parce que la saison qu'il fait l'année dernière, elle est quand même exceptionnelle. Il y avait le coach Thiago Splitter qui avait fait des belles choses, qui est malheureusement pas gardé. Bon, c'est pas grave, il y a un nouveau coach qui parti à Chicago. Ouais, qui parti à Chicago. Il y a un nouveau coach qui va arriver. C'est Nouri, hein, Mika Nouri, ouais, l'ancien assistant connu. L'assistant donc l'un des assistants les plus en vue des dernières années certes, mais de NBA. Alors pour moi, t'avais quand même avec Splitter, t'avais quand même un mec qui avait mis en place des choses. Alors quelque part changer de coach. Écoute, on va voir, parce que c'est vrai qu'on voit 21e attaque, 13e défense. T'es quand même dans le... T'as pas encore une ADN d'équipe assez claire. On va voir si Mika... Un ADN, on va voir si Mika Nouri fait ça, arrive à dessiner quelque chose. Après, il y a l'arrivée évidemment de Ja Morant aussi, qui va être associé au retour de Damian Lillard. Ça, c'est excitant, mais ça, pour moi, en fait, ça te met aussi des limites dans tes ambitions collectives. Donc voilà... Je suis plus curieux qu'excité de voir Portland, en fait. Il y a Tom qui m'envoie. Avant de répondre à la question, Tom nous dit ils ont quand même fini 15e de la conférence Ouest il y a 2 ans. Alors on peut préciser ce qu'on voulait dire. C'est rare que Portland reste dans un creux de la vague pendant longtemps. Nous, depuis qu'on suit la NBA, donc on a commencé avec Clyde Drexler, on va dire, pour les plus anciens d'entre nous. Vous suivez toutes les saisons. Ils ont eu des numéros 1 draft, on pense à Greg Oden, mais globalement, il y a toujours 1 ou 2 saisons de rebond et puis ça devient une équipe qui retourne en playoff. Ça, c'est une réalité pour cette belle franchise. Tom, il a raison, il nous sort une saison. Bien sûr. Certes, mais en fait, c'est pour préciser ce qu'on voulait dire. Mais de manière générale, je te dis, Portland, tu vois, il y a des équipes qu'on a vues pendant des années ramer, encore ramer, on est gentil, c'est être vraiment limite être dans les bas-fonds de la ligue. C'est rarement le cas de Portland. Tout à fait. On regarde ensemble, du coup, le changement d'effectif. On va commencer à se projeter sur la saison prochaine avec un 5 majeur où Ja Morant devrait faire son entrée, même si ces dernières saisons, on l'a souvent dit dans les émissions, c'est plus que compliqué. On a perdu le Ja Morant qui était candidat MVP avec les Grizzlies. Il pourrait faire la maille dans un backcourt assez improbablement excitant, on va dire ça comme ça, avec Damian Lillard après cette saison blanche et sa blessure au tendon d'Achille, Toumani Camara, Deni Avdija et Donovan Clingan qui a démontré de très bonnes choses pour sa saison sophomore la saison passée. Je vous rajoute tous les autres. Drew Holiday est toujours là au moment où on tourne. Et Drew Holiday, il pourrait être l'une des conséquences des derniers trades attendus là au moment où on tourne. LeBron n'a pas encore fait son choix. Sidi Sissoko est toujours là-dedans. Robert Williams a été prolongé. Tu te souviens aussi de notre ami Yang Hansen, le Jokic chinois, qui a fait une saison discrète, on va dire, une saison rookie discrète. Scoot Anderson lui aussi. C'est une équipe qui a de l'allure, je trouve, quand même, avec beaucoup de talent. C'est une équipe qui a de l'allure, mais moi, je peux te citer au moins 3 blazes où il y a de grandes chances qu'il soit pas là à la reprise. Hein. Scoot Anderson qui a fait pourtant une très bonne série de playoffs et qui a bien fini la saison avec l'arrivée de Ja Morant, le retour de Lillard. J'imagine. Tu n'imagines pas être là encore? Je sais pas, en tout cas. Ça a été annoncé qu'il se projetait de jouer avec ses 3 meneurs de jeu souvent. D'accord, donc dans l'effectif. Donc Drew Holiday va partir. Shannon Sharp, qui est quand même depuis 2 ans une vraie satisfaction côté Portland. Là, il se retrouve sur. Il y a eu des débats aussi, Shannon Sharp. Il se retrouve sur. Il n'a pas saisi sa chance, Shannon Sharp. C'est quand même un talent. Moi, je trouve que c'est quand même un talent. Il va se retrouver sur le banc. Bon, écoute, pour moi, c'est une équipe où va y avoir encore beaucoup de mouvements. Je suis curieux de voir le Young Hansen là, s'il arrive un petit peu à
à s'installer dans la rotation parce que c'est un mec qui a du talent. Après, c'est vrai que sur la vitesse, la latéralité, défensivement, c'est un peu compliqué. Mais c'est un mec que j'ai envie de voir un petit peu plus cette année aussi. Jalen Sharp, l'année dernière, il a 20 points par match, 18 la saison d'avant, mais il a manqué une trentaine de games. Et c'est aussi le souci, c'est que, aussi bon soit-il, on a quand même pour l'instant du mal à l'imaginer, je sais pas, prendre je sais pas, deuxième option, troisième option de cette équipe, avec les forces en présence. Ouais, avec les forces en présence, c'est toujours pas. On adore Damian Lillard. Donc, franchement, on est des grands fans de Damian Lillard de la première heure. Mais au bout d'un moment, t'as un jeune qui est là, qui fait 18 la saison d'avant, qui fait 20 cette année-là. Et là, t'as Lillard qui vient et que tu le fous dans le 5 direct en deuxième arrière. Est-ce que pour toi, on peut imaginer un autre 5 majeur ? Ouais, je dans ton pense. esprit, est-ce que Ja Morant est déjà le titulaire en poste naturel ? Oui. Ok. Non, mais c'était une question. Oui, après Damian Lillard, évidemment, avec tout l'historique qu'il a, mais il revient d'une longue et compliquée blessure. Alors il bosse, on sait que c'est... Est-ce que Damian Lillard dans le 5 ? Et puis l'association entre les deux, elle est kiffante. Elle est... ça va être sympa de voir les deux associés. Bon, dans le basket moderne, tu peux pas mettre deux mecs sous-dimensionnés physiquement comme ça, deux mecs piètres défenseurs dans une NBA moderne. Dans le cas où Drew Holiday reste, on peut imaginer que ce sera encore une fois lui le Moi, tu vois, Deni Avdija, bon là, il est décalé sur un poste 3, je vois plus Camara en 4 et Avdija en poste 3, mais même là, enfin, tu vois, je pense qu'Avdija va être poste 3 avec beaucoup de ballons. Bah là, pour le coup, là, cette saison, c'est comme ça qu'ils ont joué. Après, tu le mets poste 3 ou 4, mais concrètement, c'est ça leur front de courte avec Klingan. Hein. Ils ont joué comme ça cette saison. Moi, ce que je dis, c'est que je vois plus Avdija en poste 3. Bon, peu importe. Mais de toute façon, et puis Damian Lillard, quelque part, même c'est un vet, il lui faut le ballon. C'est un mec qui vit avec le ballon, et c'est un playmaker et c'est un scoreur. On peut quand même imaginer qu'il revienne pas dans les pantoufles de Damian Lillard d'avant. Il est assez intelligent, ce gars-là, on le sait, pour arriver avec un peu d'humilité, je sais pas si c'est bon moment, mais en tout cas, avec les forces en présence. Mais moi, en tout cas, j'en attends pas de Damian Lillard qui soit le Damian Lillard d'avant. Non, mais est-ce qu'on peut imaginer Damian Lillard sortir du banc ? Oui, moi je pense. Je pense même que c'est, en toute intelligence, c'est ce qui devrait se passer. J'espère. Voilà. Et Mika Nori va faire ses choix. Il y a un trading cop aussi qui va arriver. Donc ils sauront entre eux si Damian Lillard revient à un niveau honorable, tu vois, sans dire à 100%, un niveau honorable où il pourra apporter à cette équipe. À tout moment, Damian Lillard, il est 6e homme dans cette équipe et ça se passe bien. Un peu image D-Wade quand il est revenu à Miami. Là, mais moi, je pense que avec de l'impact quand même. Si cette équipe-là veut exister dans la conférence Est, veut retrouver les playoffs, parce qu'il y a du monde, Donovan Klingan, on aime beaucoup. C'est un pivot très intéressant qui fait des belles choses. Avdija, on a vu, c'est un top joueur de la Ligue All-Star. Toumani Camara dans cette espèce de two-way player fort défenseur. Mon gars, maintenant, cette équipe-là, si elle veut franchir un cap, c'est Ja Morant. C'est Ja Morant. Bien sûr. Donc au final, c'est lui qui doit amener cette équipe sur un nouveau palier. Donc de progression. Donc voilà, maintenant, même l'associer avec Damian Lillard sur le front de courte, tu te mets une balle dans le pied direct pour moi. Par contre, si lui redevient ne serait-ce que 80-85% du joueur qu'il a été... Bon courage à lui, à 36 ans, je lui souhaite. Hein. Non, je parle de Ja Morant. Ah, Ja Morant, ah oui. Ah oui, Ja Morant. Mais ça, on en a déjà discuté ensemble. Hein. Moi, je disais, j'y crois pas une seconde. Hein. Je vous le dis. Alors, pas qu'il soit... qu'il soit sur le terrain et qu'il soit bon. Oui. Tu vois, oui, ça, je peux l'entendre. Mais qu'on retrouve un gars... Parce que... Ce qui dégageait, c'était vachement de joie de vivre, un physique hors norme, un leadership de malade. Une aura incroyable. Quand t'as 3 ans comme ça, s'il revient à ce niveau-là, franchement, c'est un très beau comeback de NBA. Très, très beau comeback. Donc, moi, mon avis, c'est si je devais parier 5 €, je dis, bah non, il pourra pas le faire. J'ai envie d'y croire. Tu peux y croire, c'est ce qu'on appelle la foi. Il faut toujours croire. Maintenant, est-ce que ça va bien se passer pour eux ? On leur souhaite, en tout cas, objectif top 6 pour eux. Avec l'équipe là. Ouais. Bah, ils ont fini 7ème. Objectif top 6. Après, t'y es pas. Bon, voilà. Si vous êtes fan de Portland, vous nous dites ce que vous en pensez. Allez, on retourne dans la conférence Ouest maintenant avec le Utah Jazz. On change comme ça, tac, tac, tac. Le pays est grand. Bien sûr, on sort de la Coupe du Monde. Donc, on avait compris qu'on pouvait le faire autant qu'on veut. La saison dernière, après du tanking assumé. Shame. Ils mériteraient de marcher à Walpé sur une avenue et qu'on leur jette des tomates. Des tomates, pas plus. C'est déjà beaucoup. 22 victoires l'année dernière. 60 défaites, dernière équipe de la conférence Ouest, c'est évident, mais surtout des moves qui doivent leur permettre dès la saison prochaine d'être un contender au top 6, au play-in au mieux. C'est ce qu'on va souhaiter pour Lauri Markkanen et ses coéquipiers parce qu'ils se sont grandement renforcés. Jaren Jackson Jr. bien sûr, qu'on a vu avec le maillot avant d'être shut down grossièrement. Ils ont re-signé Yusuf Nurkic auquel apparemment ils tiennent très largement. Il y a bien sûr l'arrivée de Darren Peterson, Erwan. Je suis
franchement excité. On disait si Portland est l'équipe, la première équipe qu'on a citée aujourd'hui, Utah dans la conférence Ouest, c'est l'autre équipe que je vais regarder sur League Pass. Attends, c'est une bête d'équipe. Hein. C'est une bête d'équipe. Sachant qu'après, le front de court, là, on pourra en discuter, hein, parce que peut-être qu'ils vont prendre, je sais pas, Brice sans sabot, là, sans chaussures, ou Ace Bailey s'il progresse bien dans le 5 majeur pour rééquilibrer un peu ça, parce que là, ça fait très très grand quand même si le Markkanen est capable de jouer trop. Bah, ça fait très grand. Après, on va voir Youssouf Nourkic qui est un joueur qu'on aime bien, mais c'est vrai que quand tu vois Keyonte George, Darin Patterson, Markkanen, ça aime courir. Ouais, on peut évidemment décaler aisément Jackson Jr. sur un poste 5. Ouais. Donc après derrière bah, ça décale un peu tout le monde et tu peux avoir plus petit, tu peux jouer plus petit, bien sûr. Donc je suis pas mais bon là on chipote mais sur le poste de meneur, c'est pour moi j'aime beaucoup les deux, Keyonte George et Isaiah Collier, c'est très très fort. Darin Patterson qui arrive avec Ace Bailey qui a été drafté l'année dernière, qui a très bien fini. Franchement cette équipe là, elle est excitante, elle nous doit une revanche, revanche. Ça fait 6 mois qu'on attend de voir un petit peu sur le papier ce que ça donne. Et les gars l'année prochaine ça doit être play-off ou rien, je vous le dis tout de suite. Ouais, après même si on sait que c'est difficile pour les équipes, parfois il y a des attentes et tu te foires, il n'empêche que la NBA nous a montré ces dernières années qu'en faisant 2-3 moves, quand ça clique un petit peu, quand t'as un bon coach, parce qu'ils ont un bon coach à Utah, bah en fait ça peut aller très très vite. Le truc c'est qu'il y a une concurrence de dingue dans la conférence Ouest, donc c'est pour ça que je disais objectif top 6, mais c'est une équipe que j'ai vraiment envie de voir en play-in. Tu vois, s'ils sont à 100%, ils sont pas en play-in, bah on va commencer à leur taper dessus. Même si c'est un projet jeune, il y a eu beaucoup de changements. Il y a des gars qui vont devoir aussi très rapidement s'adapter. Darin Peterson, on a beaucoup d'attentes, on l'a vu en Summer League. C'est un joueur formidable. Avec Keyonte George, il nous offre quand même un backcourt titulaire de haut niveau. J'aime beaucoup. Oh la vache, on va se régaler. Hein. J'aime beaucoup. Ça fait depuis Malone Stockton que j'ai pas eu autant de hype pour le Jazz. Hein. Oh attends, on a adoré Deron Williams. Ça. Oui, c'est vrai, c'était mon gars. Deron Williams. Bah ouais, c'est la famille. Mais même, on aimait Deron Williams, j'avais pas de hype comme j'ai là. C'est quand même des gens qui ont passé des tours de playoff, on leur souhaite de passer. Non, mais je te parle de hype, d'un truc purement d'adolescent. Parce que quand t'avais Karl Malone et Stockton, t'avais de la hype, j'avais zéro hype pour cette équipe. C'est pour dire que ça faisait longtemps. Je sais. Mais Mark Eaton, moi, Mark Eaton, beaucoup de hype pour Mark Eaton. En même temps, t'adores les contres, t'adores les crêpes. Il adore les crêpes, je vous rappelle qu'il est breton. En bon braisou. Mais non, mais là, vraiment, pour le coup, c'est qu'il y a évidemment des attentes collectives, mais cette équipe-là, elle peut avoir du flow. Elle répond, elle coche beaucoup de cases. Markkanen, cette espèce de poste 3 slasher qui met des tirs incroyables, que ça soit aussi fort avec la balle que sans ballon. Darin Patterson, on sait que comme il est fort balle en main. Keyonte George, c'est un bête de meneur de jeu ultra spectaculaire. Ils sont quasiment doublés sur tous les postes. Oui, j'ai pas dit que Jackson Hayes avait signé des Lakers, et Mo Bamba aussi était là. Mais de là, ça te donne de la profondeur avec des mecs qu'on a vu jouer, qui ont fait des choses. Kai Filipowski, c'est un vrai bon joueur, un vrai gars solide. Cody Williams, on l'a vu. Backup. Tout à fait, on l'a vu être et parfois même un peu mieux que Filipowski. Hein. Tu vois, ça peut être le 5e meilleur joueur de ton 5, mais solide. Conchar aussi est un bon joueur. Cody Williams, on l'a vu être bon lors de la Summer League, le frère de Jalen. Et puis Brice sans chaussures est un bon joueur aussi. Ils ont tout ce qu'il faut. Ace Bailey, on l'a décalé un peu sur la gauche parce qu'il n'y avait plus de place sur le poste 3, sur le poste ailier, mais c'est pas un poste 2. Josh Okogie aussi, par exemple, c'est des gars qu'on a vu jouer. Plus 2. Pardon ? Sans Sabo, il peut jouer plus. Oui, tout à fait. C'est un ailier, là où Ace Bailey, on peut l'imaginer, plus ailier fort. Voilà. Et Josh Okogie, je le disais, un vrai défenseur qu'on a vu, c'est des gars référencés de NBA, ça. Non, l'effectif, il me fait kiffer, moi, je veux pas leur faire de cadeau, je sais tout de suite, parce que déjà, ils ont une équipe sur le papier qui a grave de la gueule et qui m'excite. Et puis l'année dernière, ce qu'ils ont fait, c'est le boycott de cette fin de saison, ce tanking, à peine voilé. Donc les gars, on vous attend au virage, mais c'est peut-être la première fois depuis l'histoire de First Team qu'on attend le Jazz au virage. Tout à fait. Will Hardy, on te regarde, mon ami, le coach de tout ça, qui a fait du bon travail, qui fait bien jouer son équipe. Maintenant, il faut des résultats. Il est temps voilà, maintenant. Ouais, ça va être sa première, exactement, ça va être sa première saison. Il a une équipe pour aller sur une post-season. Ouais, Will Hardy fait partie vraiment de ces nouveaux coachs, là, cette nouvelle génération de coachs de moins de 40 piges qu'on aime découvrir. Et surtout, dans ces nouveaux coachs, on le dit tout le temps ensemble, ils ont des idées, tous ces mecs-là. Il y a des idées, ils tentent des trucs, ils vont chercher des machins en Europe, on voit des systèmes intéressants, il y a une espèce d'allant offensif dans tout ça. Il y a peu de... Tu vois, dans la nouvelle génération, dis-moi si je me trompe, mais là, j'arrive pas à penser à un coach référencé défensif dans la nouvelle génération. Est-ce que t'en as un comme ça, là ? Si t'en as un, Tom, si vous en avez, vous nous dites dans le chat. Mais tu vois, j'y pensais comme ça, je me dis, mais... De moins en moins. Qu'est-ce que tu dis ? Il met Udoka. Il est là. C'est la nouvelle génération, lui, vraiment, ça fait longtemps. Si, quand même. Ok. Ça me va. Il met Udoka, bon choix. Bien vu, Tom. Si vous le prenez dans la nouvelle génération, alors qu'il a 70 ans. Non. Il y a encore 5 ans, il était aux Spurs, frère, en train de jouer, le mec. Bref, bon. Voilà pour Utah Jazz. Si vous êtes fan du Jazz, est-ce que vous êtes très excité ? Et expliquez-nous pourquoi vous avez fait ce choix de merde d'équipe, quand même, si vous êtes pour le Jazz. Allez, on avance. Tu vas encore te faire des potes. Ça va un peu plus rigoler. Vous savez qu'on est pas. Mais t'as envie de te faire insulter, même en vacances, je comprends. Frérot, c'est le jeu. J'ai les rejeux des réseaux sociaux. Tu nous connais.
On enchaîne avec une nouvelle équipe et la prochaine équipe, c'est Tom qui va décider. Tom, sur quelle équipe on va? Il a envie d'aller sur les champions 2025. Avant d'aller sur les champions 2026, on parle d'OKC bien sûr. OKC avec ses nombreuses blessures et pourtant ce bilan exceptionnel de 64 victoires pour 18 défaites. Évidemment la première équipe en NBA. Cette défaite Erwan en finale de conf dont on va se souvenir très longtemps. On fait un petit bilan avant de parler des changements lors de l'intersaison. Est-ce que cette finale de conf là, elle va laisser des traces dans on imaginait le début de dynastie d'OKC? Mais une dynastie, tu sais, c'est pas parce qu'ils ont perdu en finale de conf dans 7 matchs dans une série extraordinaire avec leur deuxième meilleur joueur blessé que leur dynastie, elle est foutue. Ah bah non, j'espère bien. Voilà, au contraire, les Spurs n'ont jamais gagné 2 fois d'affilée. Hein, pourtant, c'est une dynastie. Et moi, je crois que ça fait partie de la construction de leur dynastie parce que c'est vrai que depuis qu'on les a vus monter en régime, l'année dernière, ils sont champions, ils roulent sur tout le monde, même si je répète qu'en finale, ils jouent pas, ils sont loin de jouer leur meilleur basket et que finalement, ils gagnent qu'en 7 matchs et cette blessure de Tyrese Haliburton qui nous dit on sera jamais au complet ce que ça aurait pu être ce match-là. Mais mine de rien, il y avait cette impression de surdomination qu'on a retrouvée sur le début de saison. Il y a eu un petit moment de petit creux et puis ils ont redominé. On s'est dit. Depuis 3 ans, c'est de loin la meilleure équipe en saison régulière. Et là, pour la première fois depuis qu'ils sont champions, ils ont perdu. Il y a un truc où ils se sont dit ah putain, ouais, là ça fait chier. Donc je veux voir comment cette équipe jeune, mais déjà championne, mais qui doit digérer une vraie contre-performance pour eux en tout cas pour revenir à la saison prochaine. Je veux voir comment ils vont faire. Il y a eu des départs de Lou Dort qui était un starter quand même de cette équipe-là. Il y a des mecs du banc qui ont des choses, des mecs qui ont gagné, qui ont compté. Et puis évidemment, j'ai pas de souci autour de SJA. J'ai plus de questionnements autour du retour de Jalen Williams, dans quel état il va revenir. On espère qu'il sera à 100%. Et puis surtout, on a le troisième larron qui à voir dans quel état il va revenir, c'est Chet Holmgren. Alors, tu vois, quand je te posais la question tout à l'heure, et je vais donc répondre à ma question, moi, mes interrogations pour OKC, c'est est-ce que le coup d'arrêt face aux Spurs, face à une très jeune équipe des Spurs, ils n'étaient pas au complet, mais très jeune équipe des Spurs, est-ce que ça peut être un coup d'arrêt dans l'imagination qu'on avait tous d'une dynastie? Sous-entendu, les Spurs sont plus forts et pourront les retrouver et les retaper. Parce que moi, on les connaît, ils sont très forts, ils sont très sûrs d'eux. Ils étaient vraiment démunis, ils sont allés au bout d'eux-mêmes. On se souvient des JA qui était quand même, il est allé au bout du bout, il a eu du cœur dans ce match 7, mais il était trop court. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est toujours la meilleure équipe de NBA alors que depuis 3 ans, il y a aucun doute là-dessus, parce qu'en face, la concurrence grandit. Je pense forcément aux Spurs. Tu vois, avec tout ce que tu viens d'énoncer aussi. Voilà, et Chet Holmgren, est-ce qu'il va réagir et il va devenir le gars qu'on attend, ou est-ce qu'il y a vraiment psychologiquement il est atteint et donc on le verra jamais performer dans les grands moments, je parle bien sûr. Après, ce qui est bien, c'est que dans les équipes qu'on a envie de voir, c'est bien de parler d'OKC évidemment, parce que moi j'ai envie de les voir revenir après cette défaite en finale de conf. Après, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a 1 an, quand ils sont champions, ils pouvaient se dire en fait, on a 5 ans là où on va rouler sur tout le monde. En fait, 1 an après, t'es plus champion NBA, tu te dis, en fait, chaque année, il va falloir qu'on passe par les Spurs. Tout à fait. Et leur Némésis, hein, c'est vraiment Victor. Voilà, donc t'as les Spurs et le Thunder, et puis t'as Chet Holmgren et Victor Wembanyama. Où là, je te dis, moi, vraiment, ce qui s'est passé autour de ces finales de conf et le comportement qu'a pu avoir Chet Holmgren, c'est une véritable inquiétude derrière pour le Thunder. Il va falloir que Holmgren puisse y répondre très rapidement. Il va falloir que lui, dans son body language, dans ses stats, dans sa manière d'être, il puisse dire, OK, je suis passé au travers, je me suis échappé, mais j'ai travaillé et je suis prêt à montrer de nouvelles choses. Tout à fait. Je regardais un article de BBasket, là, on salue évidemment tous les copains de BBasket, qui reprenait un texte que Chet Holmgren a mis sur Instagram. Je travaille sur moi-même parce que je comprends que je suis responsable de ma destinée. Avant de conclure par une phrase forte, prendre ses responsabilités, c'est ce qui change réellement votre vie. On sent surtout qu'il est touché. Ça, je pense que c'est même naturel et humain. On va pas lui en vouloir. Voilà, la question qui se pose, mais je pense que lui-même n'a pas la réponse. Et va-t-il être en capacité mentale, avant toute chose, de réagir et de revenir plus fort? Vous avez peut-être vu une photo de lui il y a quelques jours, torse nu. Tu l'as vu? Ouais. J'ai pas l'impression qu'il bosse beaucoup la muscu. Ah ben, d'ailleurs, c'était la légende de la photo. Le mec, ça fait 3 ans qu'il est en NBA, il a pas pris 1 gramme. Ah ouais. Il a pas pris 1 gramme de muscle. Il est pas musclé. Non, tu vois, il est comme, tu vois, comme un gars qui a arrêté sa carrière à 5 ans, qui a pas pris de poids, mais qui va courir et tout, mais il a pas d'abdos, il a pas. Moi, j'ai une inquiétude. On veut pas qu'ils soient tous bodybuildés, mais normalement, la NBA, c'est 3 ans de muscu à haut niveau, ultra centré sur tes trucs, machin, et donc, on te le fait, quoi. Victor, qui est un filiforme, on l'a quand même vu s'épaissir. Ah, bah oui. Voilà. Il passe de 1 sur 10 à 4 sur 10, Victor. Et on lui demande pas d'être à 10 sur 10 comme Marvin Gaye. Pas Marvin Gaye, comme Tyson Gay. Marvin Gaye, ça n'a rien à voir. Chet in the lab, voilà, torse nu.
J'étais très étonné par cette photo. Hein. Toi aussi, visiblement. Puis bon, c'est un mec qui joue NBA, les gars. Même s'il est au large, c'est un mec qui joue à l'intérieur. C'est... le mec, il joue à NBA, pour moi, c'est Abdo. Et quand on a vu... Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il s'est échappé aussi en finale de conf, c'est que, mine de rien, ces finales de conf, elles étaient ultra physiques. Ce qu'on peut aussi noter, et ce que j'espère le Thunder a noté aussi, c'est que les Spurs est une équipe très dure. Dans les défensivement, boum, ça met des coups. Pas forcément Victor en premier, même s'il en a beaucoup mis, mais le Thunder a aussi perdu sur l'impact physique. Alors qu'ils gagnaient toujours là-dessus. Ils ont toujours gagné là-dessus. Et là, et Pépère, je vois qu'en fait, il s'est échappé parce que je pense qu'il devait souffrir sur cet aspect-là. J'ai pas l'impression que ça soit son axe de travail premier. Moi, on regarde. Je vais avoir un œil très averti sur son début de saison. Après une saison All-Star et All-NBA, on le rappelle. Bon, ils seront quand même parmi les grands favoris. On espère que Jalen Williams sera débarrassé de ses problèmes. Sam Presti a fait des choix énormes avec plus de 200 millions de luxury tax et de salaires qui disparaissent des comptes sur les saisons prochaines. Donc c'est une équipe évidemment qui va bien. Isaiah Hartenstein sera l'année prochaine. Très a priori, il a accepté une petite réduction de salaire pour pouvoir rester. Le 5 majeur sera le suivant avec SGA, Cason Wallace qui sera titularisé pour le coup naturellement parce que avec les blessures, les va-et-vient, on a vu J.J. Mitchell, il y avait Lou Dort. Bon bah là Cason Wallace, on peut imaginer que ce sera le mérité. Tout à fait mérité. Lui qui était d'ailleurs annoncé à Brooklyn. Hein, vous vous souvenez, il gagne le droit de rester. Chet et Isaiah autour de Jalen Williams. Autour, il n'y a pas trop de changements pour l'instant. Il y a quelques, non, il y a même pas, il y a pas de changement. Hein. Ils ont rien signé en fait. Et Jay Mitchell, on a envie de voir la saison d'après. Il nous a montré quand même tellement de belles choses, mais encore blessé malheureusement en playoff. Jaren McCain, pareil, on a envie de le revoir. Jaren McCain, il s'est quand même parfaitement bien installé. Et tu vois, l'année dernière, où je disais, ça fait un peu joker médical. Ben, en fait, pas tant que ça. Parce qu'en fait, en playoff, il a été très bon. Il est passé devant Isaiah Joe et Wiggins. Et surtout, maintenant, il est dans le roster. Et c'est intéressant de l'avoir, tu vois, dans la profondeur. Il a été énorme, le mec. Et puis, on va voir si ce malheureux Nikola Topic peut enfin lancer réellement sa carrière NBA. Ouais, et puis, je crois que Brooks Bannizer, c'est leur rookie l'année dernière qui a pas pu jouer, qui montrait quand même de bonnes dispositions à voir. On sait qu'OKC, de toute manière, a toujours ce truc du projet autour de ses joueurs qui vont avoir un impact. Regardez, il y a encore le nom de Kenrich Williams, c'est que sa coupe de cheveux dégueulasse. Il a toujours des facultés à sortir du banc sans avoir joué pendant 5 matchs et à mettre des filoches ou à faire des bonnes défenses. Voilà. Donc OKC, évidemment, le ou l'un des grands favoris. D'ailleurs, vous nous dites, si dans la conférence Ouest, OKC est le favori aussi. Maintenant, ce sont les Spurs qui leur sont passés devant. De toute façon, sur Winamax à la rentrée, on fera des belles previews et on regardera un peu ce que disent les bookies pour essayer de savoir qui est où. On enchaîne avec le champion en titre, Erwan. Eh oui, Mino! C'est pas possible. Ils l'ont fait. J'arrive toujours pas à y croire. Mais oui, fais-toi-y. Fais-toi-y. Voilà, champion. Il passe de surcoté à historique dans ma tier list. Je suis dégoûté. Magnifique. Bravo, quel titre exceptionnel, une célébration magnifique. Jalen Brunson, merveilleux. Une saison où il s'est passé tellement de choses, où ils font le premier doublé de l'histoire NBA, Coupe Championnat, comme au CR en 97. Et cette victoire en 5 probante, 3 défaites lors du run de playoff, équipe dont on va se souvenir toute notre vie. Mike Brown est champion NBA, bordel! Erwan! Ouais, mais écoute, ça va être la saison d'après. J'espère, et je ne pense pas, mais j'espère ne pas voir une Dallas Mavericks 2011-2012. Ils sont pas vus comme eux, pour le coup. Ils sont pas, voilà. Sous-entendu, une descente d'organes ou c'est une catastrophe, c'est ce qu'il veut dire. Voilà. A priori, non. Ils sont dans un super cycle, mais c'est des mecs, ça reste des compétiteurs qui sont encore dans la fleur de l'âge et je suis persuadé que ces mecs-là veulent faire un doublé. Oui. Et aujourd'hui, quelque part, la pression monumentale qu'il y avait sur Mike Brown il y a 1 an, quand il prend les rênes des Knicks, où il passe derrière... En 7e choix, hein. C'était Laurent Blanc, le mec. Où il passe derrière Thibodeau, qui vient de faire finale de conf, mine de rien, où on se dit, mais il va falloir qu'il fasse mieux, donc c'est finale. Et d'ailleurs, ça s'est senti, cette pression, tout au long de la saison aussi, chez Mike Brown, dans sa première partie de saison régulière, où il avait, même s'il gagne la NBA Cup, il coachait un petit peu avec la peur au ventre, ça se sentait. Là, t'arrives aujourd'hui avec un autre statut. Chez les Knicks, mais lui aussi un statut de coach champion et j'espère qu'il va réussir peut-être maintenant à installer un peu plus de choses dans la saison régulière qu'il a fait l'année dernière. Après, un mec comme Jalen Brunson, quand t'es champion de NBA, MVP des finales et que chaque année, de toute façon, t'es bon depuis 4 ans, en fait, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Qu'il essaie d'être MVP. Voilà, mais exactement, c'est ce qui va, continuer à grandir, c'est ce qui va se passer aussi,
son statut a changé, mais je pense que pour lui, tout est organique en fait. Ça se passe de manière la plus naturelle. Il a bossé pour en arriver là. Tout est arrivé un peu, t'as raison, organiquement, naturellement quelque part. Alors il y a que lui qui y a cru. Hein. On doit quand même souligner une nouvelle fois. Et bravo à lui. Jalen Brunson a regardé 26 points, 7 passes l'année dernière. Parce que même si pendant les finales NBA, et parce que la défense aussi des Spurs adaptée autour de Karl Anthony Towns, on est retombé dans beaucoup de Brunson et un basket un peu plus prévisible, beaucoup de pick and roll, un basket un peu plus simpliste. Mais il n'empêche qu'il y a eu un déclic dans ces playoffs-là. Face à Atlanta et qu'on a vu après face aux Sixers et face à Cleveland. Ce passing game, ce Karl Anthony Towns qui est un peu en mode Draymond Green dans la passe, moi ça je veux le revoir la saison prochaine. Il n'y a pas de raison de ne pas le revoir. Et surtout en saison régulière, ça marcherait fort. Hein. Et il n'y a pas de raison de ne pas le revoir. Donc moi je suis très impatient de revoir cette équipe-là qui va être délestée d'une pression monumentale qui était de redonner un titre aux Knicks. Et je trouve que même cette équipe-là, elle est peut-être encore plus dangereuse parce que maintenant libérée d'un titre et avec un statut de champion. Tout à fait, je suis plutôt d'accord avec ce que tu viens de dire. Et ils auraient tout intérêt d'aller dans ce basket de plus de passing game pour finir les matchs comme ils l'ont fait avec un match à 45 points pour Jalen Brunson. D'ailleurs, on n'arrête pas de dire entre nous, tu vois, on ne sait pas ce qu'on gardera d'un point de vue basket de cette équipe, mais tu vois, en parlant quand je t'écoutais, je me disais, c'est quand même une équipe qui a réussi à gagner 4 tours de playoff sur un printemps, on va dire, en jouant 2 baskets très différents. Et ça, c'est quand même un truc qu'on pourra revoir. C'est-à-dire que c'est une force. Voilà, c'est une vraie force, voilà, d'avoir marché. Ils avaient beaucoup d'adresses, bien sûr, et l'adresse, quand elle est aussi haute, ça décompte beaucoup de choses. Ça peut pas t'arriver grand-chose. Ouais, c'est clair. Mais je veux dire, on a vu 2 équipes dans un round de playoff avec, quoi qu'il arrive, la même finalité, c'est-à-dire ils ne se sont jamais fait peur. Ils n'ont jamais été face à l'élimination dans ce round de playoff. Alors on pense que l'année prochaine sera plus difficile parce que l'Est semble se renforcer, mais il n'empêche que voilà, ils arrivent avec le plein de confiance. Même si je te pose cette question, est-ce que depuis 2020 on va dire, et le changement des Lakers, tu sais, où ils ont bazardé tout l'effectif après le titre, est-ce que pour la première fois depuis cette époque-là, les Knicks deviennent les premiers champions NBA en titre à ne pas être favoris sur la saison d'après? Oui, certainement. Clairement. Mais de toute façon, Boston, on pensait qu'ils allaient faire le back-to-back. Remarque, les Warriors quand ils gagnent. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que les Warriors, on les voyait pas. Le dernier titre quand Steph Curry est MVP, c'est 2022. Bon, on n'imaginait pas qu'ils allaient faire le back-to-back en 2023. C'est vrai. Mais c'est vrai que les derniers, c'était OKC et Boston. On imaginait clairement que ces deux-là allaient faire back-to-back. Boston, Denver. Denver aussi, même. Oui, Denver aussi. Ouais. Là, non, ils sont pas favoris, mais attention, comme je viens de le dire, à cette équipe-là qui, quelque part, aujourd'hui, ils vont être aimés, on va leur pardonner beaucoup de choses. Il y aura beaucoup moins de pression que ce que New York peut, avec l'attente des fous new-yorkais qu'il y a depuis des années. Et cette année, ça sera juste... Il y aura plus cette pression qui peut être néfaste. Par contre, moi, c'est encore des mecs qui veulent... Ils sont pas arrivés au bout d'un cycle à New York. Bah non, ils sont au début. Ils sont au milieu d'un cycle. Exactement. Dans le cycle Jalen Brunson. Alors, il y a Julius Randle, maintenant il y a Towns, mais c'est le cycle Jalen Brunson. Et pareil, et Karl Anthony Towns, de ce qu'on a vu en playoff, dans ce jeu de passe, où enfin, et c'est arrivé tard, mais enfin, on a mis sa qualité de passe au service de ce collectif, où du coup, il y a beaucoup plus de mouvement du ballon. Alvarado est arrivé aussi pour amener de la profondeur, il sera toujours là. J'oublie pas que l'année dernière aussi, Karl Anthony Towns fait une petite saison régulière. Même s'il est All-Star. Donc même s'il est All-Star, mais c'est une petite saison régulière. Il y a du changement, regarde Erwan, quand même. Tu parles de José Alvarado, bien sûr qu'il sera là. Juste Mike Brown sera là. Landry Shamet a été prolongé. Mo Diawara a été prolongé. Et donc forcément, le gros départ de l'intersaison, c'est Mitchell Robinson qui part à Boston. On s'échange les pièces entre gros rivaux de la conférence Est. Et c'est André Drummond qui arrive de Philly. Et ça va pas être rigolo de jouer cette équipe. Ah bah non, mais tu sais, non mais attends, ça l'était. C'est un favori. Voilà. C'était jamais rigolo de jouer les Knicks parce que quand tu regardes ce roster-là, regarde, déjà le 5 majeur, quand même solide, sa défense. Tu vois, même Karl Anthony Towns, qu'on a vu défendre, maintenant, il a plus d'excuses. Donc, mais bon, Brunson que tu caches, mais Bridges, Anunoby, Hart, c'est dur, quoi, tu vois. Moi, je veux te dire un truc, franchement, honnêtement, c'est une équipe qu'on retrouvera, et l'année dernière, je trouvais qu'il n'y avait pas de sujet sur la confiance que j'avais en cette équipe à changer en mode playoff. Ils ont toujours prouvé qu'ils pouvaient le faire. Souvent, ils étaient battus, d'après moi, par plus fort. Même en finale de conf face aux Pacers, les Pacers étaient plus forts, ils jouaient un meilleur basket. Ils ont été battus. Là, ils ont ils ont explosé le plafond de verre, comme on dit très souvent. J'ai une vraie inquiétude sur la décompression et sur le risque de blessure de cet effectif. Parce que le 5 majeur est tellement plus fort que le banc. Genre, pour moi, il y a une différence de ouf. Alors, tu vas me dire, oui, on a vu McBride être bon, on a vu Alvarado, on a vu Landry Shamet, etc. Oui, t'as raison.
Mais en fait, la différence entre le 5 majeur et le reste, en termes évidemment salarial, mais en termes de level, est d'un tel écart que si, et OG Anunoby, en premier lieu, s'il y a des blessures, ah bah oui. Non mais c'est pas, je le dis pas pour les autres. Hein. Pourquoi Trey Jemison est sur le poste 3? Parce que c'est un shooter, 13 mission de third. Déjà qu'ils sont dans le roster. Donc moi j'ai un vrai risque, une vraie inquiétude, décompression logique et risque de blessure pour des mecs qui ont été injury prone. Alors, ma lecture, moi, elle est un peu différente de la tienne. Décompression, j'ai pas envie d'y croire parce qu'encore une fois, pour moi, ils sont au milieu d'un cycle et je pense qu'ils ont encore envie d'aller gagner cette équipe-là. C'est un peu l'ADN pour moi aussi de ce groupe-là. José Alvarado, il arrive en milieu de saison l'année dernière. Cette année, il va la commencer. Donc déjà, pas pareil. Son rôle, il va pour moi grandir. Après, alors arrête-toi là-dessus. Moi, je te dis autre chose, c'est que je fais un parallèle avec le foot. Comme l'arrivée de Guevara au PSG en cours de saison, ça, c'est des trucs qui te boostent. L'arrivée d'Alvarado, dans les résultats directs, il n'y a pas un grand changement, mais dans ce qu'il a amené humainement, dans l'alchimie qu'il va retrouver ensuite, que va retrouver cette équipe en play-off, il a été en grande partie responsable. Je dis pas que c'est pas le cas pour l'année prochaine, je dis que ça t'a apporté un boost en cours de saison. Oui. Et donc ça, moi je suis curieux de voir comment ils vont traverser cette très longue saison. Aujourd'hui, José Alvarado, Mike Brown, il sait l'utiliser, et Jalen Brunson, peut-être qu'il va pouvoir aussi le faire souffler un peu plus tôt dans la saison régulière parce qu'il sait qu'il a un backup aussi qui est solide, qui est un vrai mec installé en NBA et qui connaît maintenant la boutique puisqu'il a fait les 5 derniers mois avec eux et qu'il a été champion et qu'il a même été très bon en play-off il a tout changé, il a même tout changé. Après, il y a la progression naturelle aussi de certains jeunes joueurs. On pense évidemment au français Mo Diawara. Qui d'autre? Pas comme Dadje est quand même un peu sur le départ. C'est qui les jeunes joueurs? T'attends une prolongation, à part Mo Diawara qui est clairement là-dedans. Est-ce qu'il y a un autre mec qui peut vraiment... Alors j'y arrive. Est-ce qu'on peut donner une nouvelle chance, peut-être aussi sur un début de saison, à un mec comme Jérémy Sohan, qui est pas devenu non plus un manche à couilles notoire. Je sais pas, il enchaîne les DNP, c'est pas moi son coach. Hein. Non, certes, mais pareil. Est-ce que tu crois que Jérémy Sohan peut avoir un impact? Oui. Est-ce que Jérémy Sohan peut avoir une carte à jouer et peut avoir un rôle dans cette équipe en sortie de banc? Il peut. Voilà. Est-ce qu'il aura? Moi, pareil, Landry Shamet a montré que c'était... Moi, bien sûr que le 5 majeur est bien plus fort que le banc, mais par contre, moi, je vois aussi que des mecs de banc qui sont dans leur rôle et qui le savent. Donc, je vois une hiérarchie qui est parfaitement mais ça, c'est organisée. Mais oui, s'ils sont au complet. Alors, tu vas me dire, ça marche pour toutes les équipes. Moi, je te parle de cette équipe avec OG Anunoby qui a été très souvent blessé. Michael Bridges, même s'il est blessé, il jouera. Donc, il n'y a pas de sujet. Je parle juste de mon inquiétude parce qu'après ce qui s'est passé cet été, l'engouement que ça a amené, l'émotion que ça a amené, alors il y aura du temps avant le début de la saison, mais grosse inquiétude sur vont-ils être capables d'enchaîner physiquement au vu de la manière dont ils jouent, au vu des temps de jeu des titulaires et au vu de l'écart qu'il y a avec les autres. Je dis pas que Landry Shamet peut pas faire 5-10 matchs en tant que titulaire en saison régulière pour être au top. Je dis qu'Anunoby m'a montré à de très nombreuses reprises qu'il ne pouvait pas enchaîner des saisons à 70 matchs et même capable de se blesser en play-off. Là, la chimie était telle. En fait, c'était à 100% le potentiel pour être champion NBA. Anunoby a été blessé sur le début des playoffs. Ça a gêné personne. Tout à fait. Après, je te dis pas qu'il a été magnifique en finale et sans lui, je pense que c'est pas la même histoire, mais moi, je partage pas ton inquiétude là-dessus. T'es un fan des Knicks en même temps, c'est normal. Donc là, pour toi, alors c'est quoi l'inquiétude alors? Attends, on va pas commencer à chaque fois que je parle des Knicks me dire que je suis fan des Knicks. Alors dis-moi, quelle est l'inquiétude? Qu'est-ce qui va faire qu'ils ne seront pas champions NBA du coup? Alors, je pense que la concurrence qui à mon sens se relève un petit peu plus dans la conférence Est, l'arrivée de Giannis à Miami, on va voir ce qui se passe. Cleveland qui va revenir avec pareil, James Harden qui va cette fois-ci commencer la saison, le nouveau contrat de Donovan Mitchell. Bon bref, on va voir. Ils sont tous moins forts là pour l'instant. Non mais moins forts. Ces équipes vont progresser. Philadelphie, je pense que c'est une équipe qui step up. J'ai l'impression que la balade de santé qu'a été l'Est en play-off l'année dernière côté de New York, ça sera pas la même. Voilà, mais par contre, ils ont un vécu et pas que ce vécu de la saison dernière, puisqu'ils ont aussi les échecs de l'année d'avant en finale de conf. Cette équipe-là aujourd'hui, c'est une équipe très solide et pas rigolo de jouer les Knicks. D'accord, mais tu réponds pas à ma question. Qu'est-ce qui va faire que l'année prochaine ils vont pas l'aider? Parce que j'ai répondu à ta question. J'ai dit, je pense que la concurrence va être plus forte, donc il y aura la fenêtre sera plus fine pour passer en finale. D'accord. Bon, écoute, on verra ce qui se passera. Mais moi, je te l'ai dit. Non, c'est pas les blessures. C'est pas genre les blessures. C'est pas genre, il y a un mec qui s'est fait les croisés. Tu sais, je dis pas ça. Je dis décompression, beaucoup d'émotions, année 2 après un titre à New York avec des mecs qui ont souvent été blessés. Je crois que l'année dernière, et on l'a beaucoup dit ensemble, alchimie 100%, basket 100%. Ils n'ont jamais été face à l'élimination et donc du coup ils n'ont jamais eu peur en fait de l'élimination. Donc moi j'aime bien dire que tant que t'es pas face à l'élimination, je sais pas ce que t'as dans le ventre.
Quand t'es largement au-dessus, t'es largement au-dessus, et tant mieux, tu vois, je vais pas leur enlever leur titre, bien sûr. Donc il y a tous ces facteurs-là, la concurrence augmente. Là, tu me dis, il y a une série dès demain en 7 face à Philadelphie, et les équipes n'ont pas bougé. J'aurais tendance à dire, quoi qu'il arrive, cette équipe passera cette série. Maintenant, il y a évidemment un moment à jouer. Il y aura une série à jouer. Mais la concurrence, je veux dire, dépasse pas l'équipe. Moi, je te rejoins vraiment pas sur la décompression et sur l'émotion. Cette équipe-là, dans la gestion de l'émotion, je trouve qu'elle est très bonne. L'émotion, elle est dans le public, qui sont des cinglés notoires. Mais cette équipe-là, Brunson, c'est quand même un poker face. C'est dans l'émotion. Mais si. Non, mais t'as vu tous les Anunoby. Si le mec qui va un peu dans l'émotion, c'est Karl Anthony Towns. Je te répète dans l'émotion. Donc je te répète la question. J'aimerais que tu me donnes une réponse. À part la concurrence, alors si tu veux, les autres vont progresser. Mais même si toutes les équipes qu'on vient de citer, à part Philly, il n'y en a pas une qui est passée devant. Non. Voilà. Donc qu'est-ce qui pourrait se passer pour qu'il ne retourne pas en finale NBA, même sans parler de titre et de la conférence Ouest. Qu'est-ce qui pourrait se passer, tu vois? D'accord, mais pas la décompression et pas l'émotion. Je serais très surpris si c'était ça. D'accord. Je serais très surpris. Donc grand favori, et on les imagine. Moi, je les mets aussi favoris, bien sûr, de la conférence Est. Et moi, c'est une équipe que je revois aller en finale de conf, et après advienne que pourra, parce qu'il y a des équipes qui pop, il y a des clics aussi qui se font, comme ça s'est fait pour New York l'année dernière. Moi, j'étais le premier à dire que la saison régulière de New York ne me donnait pas assez de garantie pour les voir aller en finale et encore moins être champion. Mais bon, comme quoi, on est surpris de plein de choses. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est une équipe qui est en phase, qui a même progressé dans son basket sur ce qu'a fait les plats. Mais la décompression et l'émotion, je sais pas, cette équipe-là, elle me donne des garanties sur ce niveau-là. Très bien. Et ben, on suivra ça en tout cas l'année prochaine. Dès le début de saison, bien sûr, on sera ensemble dès fin septembre, début octobre pour commencer les previews, débriefer aussi s'il y a des trades, s'il y a des grosses news. On peut imaginer. Bouger là encore quand même. À Denver, il s'est rien passé. Je sais bien. Il y a des mecs qui vont bouger quand même. Tout à fait. Mais en tout cas, au moment où on tourne, ils n'ont pas bougé. Donc si Denver a bougé après qu'on ait fait cette vidéo, eh bien on sera peut-être en live, peut-être pour en discuter s'il se passe vraiment un truc de malade. Voilà sur les équipes, les équipes qu'on attend le plus pour la saison 2026-2027. Vous nous dites, vous, quelle est votre équipe et quelle est l'équipe que vous attendez le plus. Ça peut ne pas être la même. Voilà, on vous laisse avec plein d'entretiens, Andrew LBC, une tier list sur les meilleurs joueurs français de NBA, des doubles teams sur Tima qui est déjà sorti, sur Larry Bird. Toi, Erwan, tu as fait Carmelo Anthony. Bref, il y a plein de choses à manger en podcast ou en vidéo sur First Team. On vous souhaite à tous, bien sûr, un bel été. On se retrouve très rapidement, comme d'hab.